Il y a bien bien longtemps de cela, au moins 2000 ans, vivait un homme riche qui avait une femme belle et pieuse. Ils s'aimaient tous deux très fort, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils en désiraient beaucoup, cependant. La femme priait tant et tant pour cela, jour et nuit, mais non, ils n'en avaient toujours pas. Devant leur maison, il y avait une cour où se dressait un genévrier. Un jour d'hiver, la femme se tenait sous le genévrier et épluchait une pomme. Et tandis qu'elle l'épluchait, elle se fit une coupure au doigt et son sang tomba sur la neige. « Hélas !» dit la femme en poussant un grand soupir. Elle contemplait le sang à ses pieds et elle était toute triste. « Si seulement j'avais un enfant, aussi rouge que le sang et aussi blanc que la neige. » Et à peine eut-elle dit cela qu'elle se sentit d'humeur toute joyeuse. C'était comme si cela allait arriver. Et elle rentra dans sa maison. Un mois se passa et la neige disparut. Puis 2 mois et tout reverdit. Puis 3 mois et les fleurs sortirent de terre. 4 mois et les arbres poussèrent drus dans la forêt, entrecroisant leurs rameaux verts. Les petits oiseaux chantaient, faisant retentir la forêt tout entière. Puis les fleurs tombèrent des branches et le 5e mois fut écoulé. La femme se tenait sous le genévrier, qui sentait si bon. Son cœur bondissait de joie et elle tomba à genoux sans pouvoir se ressaisir. Au bout du 6e mois, les fruits se mirent à grossir et à fortifier, et elle devint toute silencieuse. Le 7e mois, elle cueillit les fruits du genévrier et se mit à les manger avec avidité. Puis elle devint toute triste et tomba malade. Le 8e mois, elle appela son mari en pleurant et lui dit « Si je meurs, enterre-moi sous le genévrier. » Alors elle se sentit consolée et toute contente. Et quand le 9e mois fut écoulé, elle eut un enfant, blanc comme neige et rouge comme sang. Et elle se réjouit tellement à sa vue qu'elle en mourut. Alors son mari l'enterra sous le genévrier, et il la pleura beaucoup. Au bout d'un certain temps, il finit par se calmer. Il pleura encore un peu, puis il s'arrêta. Encore un peu de temps passa, et il prit une seconde femme. Il eut une fille de cette seconde femme. L'enfant de sa première femme, lui, était un petit garçon, aussi rouge que le sang et aussi blanc que la neige. Lorsque la femme regardait sa fille, elle se sentait pleine d'amour pour elle. Mais lorsqu'elle regardait le petit garçon, c'était comme si elle recevait un coup de poignard. Elle avait l'impression qu'il se trouvait toujours en travers de son chemin. Elle songeait sans cesse aux moyens de donner l'avantage à sa fille, et le malin fit en sorte d'attiser sa haine à l'égard du petit garçon. Elle le chassait d'un coin à l'autre, le tirait, le poussait, si bien que le pauvre enfant vivait dans une crainte perpétuelle et n'avait aucun endroit où il pût être tranquille quand il revenait de l'école. Un jour que la femme était montée à l'étage, la petite fille entra à son tour dans la pièce et lui dit « Maman, donne-moi une pomme. » « Oui, mon enfant. » répondit-elle, et elle tira du coffre une belle pomme qu'elle lui donna. Ce coffre avait un couvercle épais et lourd, muni d'une grosse serrure de fer tranchante. « Maman, est-ce que mon frère ne peut pas en avoir une, lui aussi ?» dit la petite fille. La mère se rembrunit. Cependant, elle répondit « Oui, quand il sera revenu de l'école. » Alors,
Quand elle le vit par la fenêtre qui arrivait, ce fut comme si le malin s'emparait d'elle. Elle se précipita, reprit la pomme des mains de sa fille, disant « Tu n'en auras pas avant ton frère. » remit la pomme dans le coffre et referma le coffre. Et lorsque le petit garçon apparut à la porte, inspirée par le malin, elle demanda d'un ton tout gentil « Mon fils, est-ce que tu veux une pomme ?» Mais son visage respirait la haine. « Mère, dit le garçon, pourquoi me regardes-tu d'un air terrible ? Oui, je veux bien. Donne-moi une pomme. » Prenant alors un ton engageant, elle lui dit « Suis-moi. » Et elle alla ouvrir le coffre. « Prends-toi une pomme. » Et tandis que le petit garçon se penchait, là, poussée par le diable, elle rabattit le couvercle et la tête du petit roula au milieu des pommes rouges. Une vague de peur la submergea, et elle songea « Si seulement je pouvais éloigner de moi ce que j'ai fait. » Alors, elle descendit dans sa chambre, prit un linge blanc dans le tiroir du haut de sa commode, remit la tête du garçon sur son cou, noua le foulard tout autour de façon qu'on ne pût rien voir, installa l'enfant sur une chaise devant la porte et lui mit la pomme dans la main. Là-dessus, la petite Marlène, c'était son nom, entra dans la cuisine et vint trouver sa mère qui se tenait devant le feu et remuait continuellement le contenu d'un chaudron rempli d'eau bouillante. « Maman, j'ai peur, dit-elle. Mon frère est assis devant la porte, il est tout blanc et il tient une pomme. Je viens de lui demander de me donner la pomme, mais il est tout pâle et ne me répond pas. » « Retourne-y, » dit la mère. « Et s'il ne veut pas te répondre, colle-lui une bonne gifle. » La petite Marlène s'en retourna et dit « Grand frère, donne-moi la pomme. » Mais il demeura muet, et elle lui donna une bonne gifle. Alors la tête tomba, et elle fut frappée d'épouvante. Elle se mit à crier et courut en larmes voir sa mère. « Oh, maman, j'ai fait tomber la tête de mon frère !» Elle pleurait, sanglotant à n'en plus finir. « Marlène, dit la mère, qu'as-tu fait ?»« Calme-toi, personne ne doit rien remarquer. Ce qui est fait, on ne peut rien y changer. Nous allons faire cuire ton frère avec le bouillon. » Alors la mère prit le petit garçon, le coupa en morceaux qu'elle jeta dans le chaudron et le fit cuire avec le bouillon. La petite Marlène se tenait là tout près. Elle pleurait, et ses larmes tombaient dans la marmite, tant et si bien qu'on n'avait pas besoin de rajouter du sel. Puis le père revint à la maison, se mit à table et dit « Où est donc mon fils ?» Alors la mère arriva, portant un grand plat de ragoût recouvert d'une sauce brune, tandis que la petite Marlène pleurait sans pouvoir s'arrêter. « Où est mon fils ?» répéta le père. « Ah !» dit la mère. « Il est parti à la campagne voir son grand-oncle maternel. Il y restera quelque temps. »« Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? Il ne m'a même pas dit au revoir. » »« Oh, il voulait tellement y aller. Il m'a demandé s'il pouvait rester là-bas 6 semaines. Il y est tellement bien. » »« Ah, je me sens tout triste tout de même. Ce n'est pas normal. Il aurait dû me dire au revoir. » Là-dessus, il se mit à manger et dit « Marlène, pourquoi pleures-tu ? Ton frère va revenir. »« Mon Dieu, femme, que ce plat est bon, donne-moi encore. » Et plus il mangeait, plus il voulait en reprendre. Il disait « Donne-moi encore. Je ne veux en laisser pour personne. J'ai l'impression qu'il faut que je mange tout, que tout est à moi. » Et il mangea, jetant tous les os sous la table, jusqu'à ce qu'il eût tout fini. Alors Marlène alla prendre dans sa commode son meilleur mouchoir de soie, dans le tiroir du bas, ramassa un à un tous les os et les osselets qui étaient sous la table, les mit dans son mouchoir qu'elle noua, et les emporta dehors en pleurant à chaudes larmes. Elle les déposa sous le genévrier, dans l'herbe verte, et à peine les eut-elle déposées qu'elle se sentit soulagée et cessa de pleurer. Alors le genévrier se mit à agiter ses branches, écartant tour à tour ses rameaux et les joignant à nouveau comme ferait quelqu'un qui manifeste sa joie en battant des mains. Puis il émana de l'arbre une sorte de brouillard. Et au milieu de ce brouillard, on vit brûler comme un feu.
et de ce feu sortit un magnifique oiseau qui se mit à chanter merveilleusement tout en s'élevant très haut dans le ciel. Et lorsqu'il eut disparu, le genévrier était redevenu comme avant, et le mouchoir contenant les ossements avait disparu. Marlène se sentait toute légère et toute heureuse, comme si son frère était encore en vie. Elle rentra joyeusement à la maison, s'assit à table et se mit à manger. Quant à l'oiseau, il alla se poser sur la maison d'un orfèvre et se mit à chanter. Mère m'a tué, ma mère m'a tué, père m'a mangé, mais ma sœurette prit mes os lèvres, les amis dans son mouchoir. Est allée les déposer au pied du genévrier. L'orfèvre se trouvait dans son atelier où il était en train de fabriquer une chaîne en or lorsqu'il entendit l'oiseau qui chantait sur son toit, et cela lui parut si beau qu'il se leva en hâte et perdit une de ses pantoufles en franchissant le seuil de sa porte. Il gagna ainsi chaussé le milieu de la rue, une pantoufle à son pied, une chaussette à l'autre, ceint de son tablier de cuir, et tenant sa chaîne en or d'une main, sa pince de l'autre, et le soleil brillait, illuminant la rue. Il resta planté là, regardant l'oiseau. « Bel oiseau, dit-il, comme tu chantes bien, chante encore pour moi. » Non, je ne chanterai pas une deuxième fois pour rien. dit l'oiseau. Donne-moi ta chaîne en or et je chanterai encore. Tiens, voilà ta chaîne. Chante encore une fois. Alors l'oiseau descendit, prit la chaîne d'or dans sa patte droite et chanta. Mère m'a tué, ma mère m'a tué, père m'a mangé, mais ma sœurette prit mes os lèvres, les amis dans son mouchoir. Et quand il eut fini de chanter, l'oiseau s'envola en direction de la maison du cordonnier, se posa sur le toit et se mit à chanter. Mère m'a tué, ma mère m'a tué, père m'a mangé, mais ma sœurette prit mes os lèvres, les amis dans son mouchoir. Le cordonnier l'entendit, courut en bras de chemise jusqu'à sa porte, regarda en l'air en direction de son toit, et il dut mettre la main devant ses yeux pour ne pas être aveuglé par le soleil. Les déposer au pied du genévrier. Bel oiseau, comme tu chantes bien. Dit-il.
Il cria par la porte. « Femme, viens donc! Il y a un oiseau dehors. Regarde! C'est un oiseau qui chante merveilleusement. » Et il appela sa fille, ses enfants, compagnons, valets et servantes, et tous sortirent dans la rue et contemplèrent l'oiseau. Comme il était beau, avec ses plumes rouges et vertes, sa chaîne d'or autour du cou et ses yeux qui brillaient comme des étoiles. « Bel oiseau, chante encore une fois ton air !» dit le cordonnier. « Non, je ne chanterai pas une deuxième fois pour rien. Offre-moi quelque chose. »« Femme, va voir au grenier, sur l'étagère du haut. Il y a une paire de souliers rouges. Va les chercher. » La femme y alla et rapporta les chaussures. « Tiens, bel oiseau, chante-moi encore ton air maintenant. » Alors l'oiseau descendit, prit les souliers dans sa patte gauche et il chanta. Mère m'a tué, ma mère m'a tué, père m'a mangé, mais ma sœurette prit mes osselets, les a mis dans son mouchoir. Et quand il eut chanté, il s'envola, tenant la chaîne dans sa patte droite et la paire de souliers dans sa patte gauche. Et il vola très loin, jusqu'à un moulin. La roue du moulin faisait clip, clap, clip, clap, clip, clap. Et dans le moulin, il y avait 20 garçons meuniers qui taillaient une meule. Ting, 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 faisaient les ciseaux sur la pierre. Clip, clap, clip, clap, clip, clap, faisait la roue du moulin. Alors l'oiseau se posa sur un tilleul qui se trouvait devant le moulin et se mit à chanter. Et l'un des garçons s'arrêta. Père m'a mangé, Et 2 garçons s'arrêtèrent. mais ma sœurette Et voilà que 4 garçons s'arrêtèrent. a pris mes osselets, les a mis dans son mouchoir. Et il n'y avait plus que 8 qui taillaient la pierre. Étalé, les déposer, Il n'y en eut plus que 5. les déposer au pied du genévrier. Et il n'y en eut plus qu'un seul. Alors le dernier garçon s'arrêta lui aussi et entendit les dernières notes. Bel oiseau, Dit-il. comme tu chantes bien, laisse-moi entendre toute la chanson. Chante-la-moi encore une fois. Non, je ne chanterai pas une deuxième fois pour rien. Donne-moi la meule et je chanterai encore une fois. Si la meule m'appartenait à moi tout seul, je te la donnerais. C'est d'accord. Dirent tous les autres. S'il chante encore une fois, il aura la meule. Alors l'oiseau s'approcha, et les garçons meuniers se mirent tous les 20 à soulever la meule à l'aide de troncs d'arbres. Oh, hisse, oh, hisse, oh, hisse. L'oiseau passa la tête par le trou de la meule, l'enfila comme un collier, s'envola jusque dans l'arbre et se mit à chanter. Mère m'a tué, ma mère m'a tué, père m'a mangé, mais ma sœurette prit mes osselets, les a mis dans son mouchoir. Et quand il eut fini de chanter, il déploya ses ailes, la chaîne d'or dans sa patte droite, la paire de souliers dans sa patte gauche et la meule autour du cou, et il vola jusqu'à la maison de son père.
Le père était assis à table dans la salle, avec la mère et la petite Marlène, et il dit « Ah, comme je me sens bien tout d'un coup. Je me sens tout léger. » Pas moi. dit la mère. J'ai grand peur. Comme s'il y allait avoir un terrible orage. Mais la petite Marlène était assise et pleurait, pleurait. Alors l'oiseau arriva, et comme il se posait sur le toit, le père dit « Ah, je me sens tout joyeux. Le soleil brille. C'est comme si j'allais revoir une vieille connaissance. » Pas moi. dit la mère. J'ai peur. Je ne peux pas m'empêcher de claquer des dents, et je sens comme du feu dans mes veines. Et elle déchira sa robe. La petite Marlène était assise dans un coin, et pleurait, pressant son tablier sur ses yeux, et le tablier était tout trempé de larmes. Alors l'oiseau se percha dans le genévrier et se mit à chanter. Mère m'a tué. La mère se boucha les oreilles, ferma les yeux très fort pour ne pas entendre et ne pas voir, mais une terrible tempête rugissait dans ses oreilles. Ses yeux la brûlaient, parcourus d'éclairs aveuglants. Terre m'a mangé, m'a mangé. « La mère, Dit le père. il y a un bel oiseau dehors qui chante magnifiquement. Le soleil brille et chauffe délicieusement, et il y a comme une odeur de cannelle dans l'air. » Mais ma sœurette. La petite Marlène posa alors la tête sur ses genoux et cessa de pleurer. Et l'homme dit « Je vais dehors. Il faut que je voie cet oiseau de près. » Non, n'y va pas. dit la mère. J'ai l'impression que toute la maison tremble et qu'elle est en feu. Mais l'homme sortit, se mit à regarder l'oiseau. Abrimez au soleil, les amis, dans son mouchoir. Est allé les déposer au pied du genévrier. À ces mots, l'oiseau lâcha la chaîne en or qui tomba pile autour du cou de l'homme en s'ajustant si bien qu'elle lui allait parfaitement. Il rentra aussitôt et s'exclama. « Quel oiseau extraordinaire! Regardez, il m'a fait cadeau d'une belle chaîne en or, et il est tellement beau à voir. » Mais la femme tremblait tellement de peur qu'elle tomba de tout son long sur le sol et perdit son bonnet. Alors l'oiseau se remit à chanter. Mère m'a tué. Ah, je voudrais être à 1000 pieds sous terre, que je n'ai pas à entendre cela. Terre m'a mangé, m'a mangé. Et la femme tomba une nouvelle fois comme morte. Mais ma sœurette. Je vais aller dehors moi aussi, voir si l'oiseau me fait un cadeau. Dit la petite Marlène et elle sortit. Abrimez au soleil, les amis, dans son mouchoir. Et l'oiseau lui jeta les souliers. Est allé les déposer au pied du genévrier. Alors elle se sentit toute légère et joyeuse. Elle chaussa les nouveaux souliers rouges et rentra en sautant et en dansant. Ah, j'étais si triste tout à l'heure quand je suis sortie, et voilà maintenant que je me sens toute légère. Quel oiseau extraordinaire! Il m'a fait cadeau d'une paire de souliers rouges. Dit la femme en se relevant d'un bond, et ses cheveux se dressaient tout autour de sa tête comme des langues de feu. J'ai l'impression que le monde va s'écrouler. Il faut que je sorte
moi aussi, peut-être me sentirai-je mieux. Mais dès qu'elle eut passé la porte, blanc, l'oiseau laissa tomber la meule sur sa tête, qui fut réduite en bouillie. Le père et la petite Marlène sortirent au bruit. Alors, de la fumée, du feu et des flammes jaillirent du sol, et lorsque ce fut dissipé, le petit frère était là, debout. Il prit son père et la petite Marlène par la main, et tous trois, pleins de joie, rentrèrent à la maison, s'assirent à table et se mirent à manger.